À 64 ans, moi, veuve Beaumont, je pensais avoir déjà affronté mes pires démons. Quelle erreur! C'est arrivé dans une simple boîte en carton, le doigt de mon fils et une demande de rançon de 2,5 millions d'euros. Incroyable! C'est insensé. Jamais je n'aurais imaginé une telle horreur. La voix de Christophe sur l'enregistrement était brute, déchirée par la terreur. Il me suppliait de le sauver avant qu'il ne s'en prenne au reste de son corps. Mes mains tremblaient si fort que je tenais à peine debout. La culpabilité d'avoir été une femme d'affaires avant d'être une mère m'étouffait. Là, au milieu de mon propre salon. J'étais prête à vider tous mes comptes, mais c'est alors que j'ai remarqué un détail. Un détail qui a glacé mon sang pour une toute autre raison. Écoutez jusqu'à la fin pour découvrir ce qui se cachait derrière cette boîte, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de cette histoire. Le colis sentait l'ozone et le carton bon marché. C'est la première chose que mon cerveau a enregistrée, ce contraste frappant. Comment un objet aussi ordinaire pouvait-il arriver à l'entrée de service d'un domaine du Vésinet à 23h58, un mardi soir? Il avait été déposé par un homme dans un uniforme brun anonyme, qui s'était volatilisé dans l'allée gravillonnée avant même que je puisse poser la moindre question. La boîte était légère. Trop légère pour un objet censé anéantir mon monde tel que je le connaissais. Je l'ai emporté dans mon bureau. Le bureau en acajou capturait la lumière de la lampe dans des tons ambre chaleureux. J'ai posé la boîte précisément au centre du sous-main, comme je pose tout ce qui m'appartient, de manière délibérée, avec intention. Je suis Diane Beaumont. Je ne tâtonne pas. Je ne me précipite jamais. J'ai libéré le ruban adhésif en 2 mouvements nets et j'ai renversé le contenu sur le cuir. L'objet a atterri avec un bruit sourd et humide. Mon esprit l'a catalogué en une fraction de seconde, comme il catalogue tout le reste. Une teinte pâle, le diamètre d'un raccord de tuyauterie épais, la longueur allant de la première phalange à la deuxième jointure. Un doigt sectionné. Et dessus, indéniable, impossible, d'un réalisme écœurant, la lourde chevalière en or de mon défunt mari. La bague portant les armoiries des Beaumont. Celle que j'avais regardée glisser du doigt de Robert au funérarium il y a 12 ans. Celle que j'avais placée dans la paume de Christophe 2 semaines plus tard en lui disant « C'est ton héritage. Porte-le. » La bague était visqueuse. La substance sombre et poisseuse qui recouvrait l'anneau n'était pas encore totalement sèche. L'odeur m'a frappé une demi-seconde plus tard, une odeur de cuivre. Quelque chose d'organique et de profondément anormal sous le parfum stérile du bureau. Mon estomac n'a pas seulement chaviré. Il s'est effondré, comme si le sol sous mes pieds avait cessé d'exister. Je n'ai pas crié. Je suis incapable de crier. J'ai simplement arrêté de respirer. Les lumières du perron ont vacillé une fois avant de s'éteindre. La pièce a été plongée dans ce genre d'obscurité que seul un domaine tricentenaire parfaitement isolé peut produire. Une obscurité absolue, étouffante et coûteuse. J'ai trouvé la tablette par la seule mémoire musculaire. Mon pouce a glissé 2 fois sur la surface en verre avant que le lecteur biométrique ne reconnaisse mon empreinte et que l'écran ne s'illumine. Le lien vidéo était déjà en attente, chargé automatiquement depuis un identifiant inconnu, poussé en tête de ma boîte de réception avec l'insistance agressive d'un protocole malveillant. J'ai appuyé. Le visage de Christophe a rempli l'écran. J'ai étudié le visage de mon fils pendant 32 ans. Je connais chacun de ses tics, la façon dont son œil gauche se plisse quand il calcule, la façon dont sa mâchoire se relâche quand il a véritablement peur. Ce que je voyais à l'écran n'était pas un tic. C'était un effondrement structurel complet. Ses traits juvéniles étaient bouffis et marbrés, ses yeux rougis par de vraies larmes. Il était affalé contre un mur de béton industriel, anonyme, un endroit privé de lumière naturelle. Sa chemise en lin était déchiquetée à l'épaule gauche, et il serrait sa main bandée contre sa poitrine comme une aile brisée. Des traînées de sel rayaient son visage bronzé. « Maman !» Sa voix s'est brisée sur cette unique syllabe. « Maman, s'il te plaît, il ne plaisante pas. Il a les têtes. Il sanglotait. » Il suppliait pour 2,5 millions d'euros avec la précision d'un homme à qui l'on a dicté exactement le chiffre à prononcer. La caméra a pivoté, lente et délibérée, vers sa main droite, enveloppée dans un chiffon imbibé d'une couleur identique au trophée posé sur mon bureau. La vidéo s'est coupée. Noir total. Je suis resté là, tenant un écran vide, debout dans mon bureau sombre, fixant la chevalière de mon mari posée dans une auréole de sang noir sur le sous-main. L'architecte est morte à cet instant précis. Elle ne s'est pas effacée,
Elle n'a pas battu en retraite. Elle a simplement cessé d'exister, aussi brusquement qu'une panne de courant. Cette femme qui avait transformé Beaumont Logistique, petite firme régionale moribonde, en une puissance mondiale. Cette femme qui parlait aux sénateurs et aux fonds souverains avec la même cadence mesurée et chirurgicale, elle n'était plus là. Ce qui restait à sa place a été pris de spasmes. Un tremblement violent et rythmique a d'abord saisi mes mains. Mes doigts ont perdu leur architecture, ces instruments de contrôle précis, toujours joints en pointe, pour devenir autre chose, des membres tremblants et désordonnés. La tablette a glissé de mes doigts, a heurté le bord du bureau en acajou et s'est écrasée sur le parquet en point de Hongrie avec un craquement qui a résonné dans le silence comme une pierre jetée dans un puits. J'ai essayé de joindre mes mains en pointe. Mon ancrage le plus fiable. Ce geste physique qui signalait à mon système nerveux que l'architecte était présente et aux commandes. J'ai pressé le bout de mes doigts les uns contre les autres. Ils se sont séparés, secoués par les tremblements. Ma peau d'ivoire me semblait trop étroite pour ma carcasse. Je n'étais plus une PDG. Je n'étais plus une logisticienne. J'étais une veuve de 64 ans, debout dans une pièce remplie d'objets onéreux qui avaient échoué à protéger le seul être humain encore légalement lié à ma lignée. Je tombais en morceaux au niveau moléculaire. L'air du bureau semblait se comprimer, comme si les murs se rapprochaient, comme si cette pièce parfaite, à la température contrôlée, devenait lentement un vide d'air. Le tremblement a migré de mes mains vers ma poitrine, se logeant derrière mon sternum comme un parasite. Les ombres s'étiraient dans le couloir au-delà des portes ouvertes, et je les scrutais comme je scrutais autrefois les tables actuarielles, cherchant des données, ne trouvant que les ténèbres. Chaque œuvre d'art sur ces murs. Chaque érable du Japon dans la cour est taillé avec une perfection géométrique. Chaque capteur de sécurité de haute technologie dissimulé dans les moulures. Chaque mètre carré de ce domaine en acajou, climatisé, impeccablement organisé. J'avais tout acheté avec du temps. Avec le temps de Christophe. Le souvenir est arrivé sans y être invité. Christophe, 9 ans, assis en face de moi à ce même bureau, un échiquier entre nous. Il était vif, intelligent, impatient. Quand j'ai contré son gambit de la dame en 4 coups, il n'a pas recalibré sa stratégie. Il a tendu le bras et a renversé le plateau. Les pièces se sont éparpillées sur le tapis d'Aubusson et j'ai dit, calmement, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et il m'a regardé avec ses yeux noisettes, le menton tremblant, pour me dire, tu ne me laisses jamais gagner. J'avais une conférence téléphonique 10 minutes plus tard. Je lui ai dit que nous rejouerions dimanche. Nous n'avons jamais rejoué le dimanche. Il y avait toujours un autre appel, une autre crise, une urgence que seule la PDG pouvait gérer. Le jeu d'échecs a fini dans un placard. Le garçon a fini en pensionnat. Et je me répétais que je lui offrais le monde en sécurisant l'empire qui serait un jour le sien. La culpabilité se tord maintenant dans mes entrailles épaisses, étouffantes, physiques d'une manière qu'aucun tableur ne pourra jamais métaboliser. Parce que j'ai enfin trouvé un problème qu'un logiciel ne peut pas résoudre. Et c'est la conséquence directe de chaque dimanche où j'ai choisi l'entreprise au détriment de l'enfant. La feuille de papier au fond de la boîte n'était qu'une simple page. Format A4 Standard. La police était de l'Arial, taille 12, délibérée dans son anonymat, bureaucratique dans sa banalité. Pas de police. Pas d'intervention extérieure. Il saigne pour chaque minute que vous gaspillez. 3 phrases. Pas de signature. Aucune marge de négociation. Je les ai lus 3 fois et j'ai senti quelque chose de précis exploser derrière mes côtes. Je suis une femme qui a bâti toute sa vie opérationnelle sur des interventions extérieures et des délégations. J'ai des agents dans 6 fuseaux horaires, un avocat d'affaires en permanence à ma disposition, un chef de la sécurité qui décroche à la première sonnerie, peu importe l'heure. J'ai des protocoles de secours pour mes protocoles de secours. J'ai des procédures pour chaque catastrophe prévisible. Les gens qui ont écrit cette note savent exactement qui je suis. Ils ont cartographié l'architecture de mon pouvoir et l'ont utilisée pour construire ma cage. Ils savent que mon premier instinct, mon instinct opérationnel conditionné par 30 ans de métier, est d'informer, de déléguer, de trianguler. Et ils ont fait de cet instinct une arme meurtrière. Si je tends la main vers mon téléphone et que je compose un seul numéro en dehors de cette pièce, je signe l'arrêt de mort de Christophe de ma propre main. L'ultimatum pèse dans ma poitrine comme un lingot de fer froid. Mon regard dérive, comme il le fait parfois en cas de stress extrême,
vers la légère cicatrice chirurgicale sur mon poignet gauche. Une fine ligne blanche, légèrement en relief, inclinée à 11 degrés, l'angle précis du câble de grue qui avait lâché sur le port du Havre il y a 11 ans. J'étais sur place pour un audit des systèmes. Le câble m'avait emporté le poignet avant que je puisse reculer. J'étais au bloc 2 heures plus tard, et de retour à mon bureau 4 heures après l'opération. La douleur avait été vive, structurelle. Gearable. Le genre de douleur qui a un nom, une source et un protocole de traitement prescrit. Je touche la cicatrice à présent. Je passe la pulpe de mon pouce sur la couture en relief. J'essaie de la retrouver, cette femme qui avait évalué sa propre fracture ouverte et dit au médecin des urgences qu'elle voulait que la plaie soit refermée avant l'anesthésie, parce qu'elle avait 2 appels à passer depuis la salle de réveil. J'essaie de l'extirper de sous l'image qui ne cesse de se superposer à l'intérieur de mes paupières. Le visage de Christophe sur cet écran, sa chemise déchirée, sa main enveloppée dans un chiffon saturé de rouge. Elle n'est pas là. Pas encore. La cicatrice n'est qu'une cicatrice. Je ferme les portes du bureau. Cela demande un effort conscient, franchir les 6 mètres qui me séparent de l'entrée sur des jambes qui semblent déconnectées de mon système nerveux, saisir les lourdes poignées en acajou, tirer les 2 battants. Le pen dormant s'engage avec un clic qui résonne dans la pièce comme un coup de feu de départ. J'appuie mon front contre le bois froid. L'odeur du bureau, ce mélange de vieux papiers et d'expresso coûteux, l'odeur de 1000 nuits blanches et de 1000 victoires stratégiques m'emplit les poumons, mais pour la première fois en 30 ans, elle ne m'apporte aucun réconfort. Cela sent le bunker. Cela sent l'endroit où Diane Beaumont est venue mourir de sa propre compétence, seule, avec un doigt sectionné sur son bureau et personne à appeler. Ma respiration se bloque. Un simple hoquet involontaire que je méprise à l'instant même où il franchit ma gorge. Je reste là pendant 43 secondes. Je les compte. Compter est le dernier mécanisme de contrôle qui me reste. Puis, je me repousse du bois de la porte et retourne vers le bureau. Mon terminal secondaire se trouve à droite de ma station de travail principale, une machine dépouillée, sans accès au réseau de l'entreprise, sans intégration au cloud, câblée directement à un canal privé en fibre optique que j'ai fait installer sous une société écran il y a 3 ans. Aucune empreinte. Aucune piste d'audit. Je l'utilise pour l'intelligence économique et pour les opérations que je préfère cacher au conseil d'administration. J'ouvre la base de données du routage des coursiers et commence à tracer l'empreinte numérique du colis. Recherche d'origine standard, code barre, journal du manutentionnaire, transite par le centre de distribution. Mes doigts planent au-dessus des touches et s'arrêtent. Les chaînes de données à l'écran sont du charabia pour moi. Pas techniquement, je sais précisément ce que signifie chaque champ. J'ai conçu des systèmes bien plus complexes avant même que ce terminal n'existe. Mais cette vision numérique, qui me permet de lire une carte logistique mondiale aussi intuitivement que d'autres lisent un journal, c'est tout simplement éteinte. Je fixe le curseur clignotant. Le curseur me fixe en retour. L'image de la bague sur cette articulation cireuse a remplacé mon système d'exploitation. J'essaie de l'écarter par pure volonté mécanique. Je la mets de côté. Elle revient. Je l'écarte à nouveau. Elle revient encore, plus vive, la substance sombre et poisseuse, le poids précis de l'anneau, le bruit sourd et humide de l'objet percutant le sous-main. Je suis incapable de traiter une simple séquence origine-destination. Moi, Diane Beaumont, je ne peux pas lancer un traçage de base. Je ferme la fenêtre du terminal. La tablette sur le sol émet un gazouillis. Un son numérique aigu. Trop brillant, trop joyeux pour le contexte. Je traverse la pièce et la ramasse, m'accroupissant avec plus de difficulté que je ne voudrais l'admettre, mes genoux enregistrant le froid du parquet en point de Hongrie. L'écran s'est réactivé. Le visage figé de Christophe est toujours là, mais maintenant, un compte à rebours est superposé à sa silhouette affalée dans le coin du cadre. 5 hours 59 minutes and 59 seconds. Les chiffres sont rouges. Ils pulsent avec une indifférence mécanique et métronomique que je trouve plus terrifiante que n'importe quelle menace explicite. Le minuteur s'écoule en secondes, chaque décrément accompagné d'un tic-tac presque inaudible que je sens plus que je n'entends, une vibration dans le verre, dans mes doigts, jusque dans mes dents. 6 heures. Je reste là, faisant les calculs avec la partie de mon cerveau qui ne dort jamais, le moteur logistique. En 6 heures, Beaumont Logistique peut déplacer 10 000 conteneurs de Rotterdam vers la côte atlantique. En 6 heures,
Mes systèmes automatisés à Singapour traiteront 1400 déclarations de douane. En 6 heures, le soleil sera levé sur ce domaine, les oiseaux du Vésinet entameront leur deuxième refrain, et les membres du conseil d'administration seront déjà en route. Dans 6 heures, mon fils saignera à nouveau. À moins que je ne l'arrête. La phrase de la note me revient. Conséquence permanente. Elle résonne dans mon crâne avec la finalité d'un couvercle de cercueil qui se ferme. Ce bruit spécifique, le murmure hydraulique d'un mécanisme de caveau que j'ai entendu une fois et que je n'ai jamais oublié. J'ai 6 heures pour m'assurer de ne plus jamais l'entendre. Je m'assois dans le fauteuil en cuir. L'acajou est froid contre mes paumes. Je ferme les yeux. Inspirer sur 4 temps. Retenir sur 4 temps. Expirer sur 4 temps. C'est une technique qu'un conseiller en gestion de crise m'a apprise après la mort de Robert, une femme que j'ai vue exactement 2 fois avant de décider que le chagrin était une variable que je ne pouvais pas me permettre. Je n'avais jamais utilisé cette technique. Je l'avais classée. Je l'utilise maintenant. Je joins mes doigts en pointe. Je presse les extrémités jusqu'à ce que la pression migre dans les phalanges, jusqu'à ce que le léger tremblement de mes mains soit forcé vers l'intérieur par la résistance mécanique. Le bout de mes doigts devient blanc sous les ongles. Le tremblement migre vers ma poitrine, où il devient une vibration soutenue à basse fréquence, quelque chose que je peux gérer, quelque chose que je peux contourner, de la même manière qu'un bon système logistique contourne un port bloqué. Pas éliminé. Canalus. Le brouillard viscéral commence, très lentement, à se dissiper. Ce qui le remplace n'est pas le calme. C'est quelque chose de plus froid et de plus tranchant, une lame de pure et froide désolation qui transperce le deuil et la culpabilité pour ne laisser derrière elle qu'un instrument fonctionnel. Je ne peux pas être sa mère en ce moment. Une mère est paralysée. Une mère tourne en boucle sur l'image du dépôt au pensionnat, sur les pièces d'échecs éparpillées sur le tapis et sur chaque dimanche qui n'est jamais venu. Si je veux le ramener à la maison, je dois cesser d'être sa mère. Je dois être son opérateur. J'ouvre la tablette au cryptage personnalisé. J'ai conçu l'architecture de sécurité moi-même, un protocole multicouche de 256 bits avec des clés rotatives qu'il faudrait 17 mois au service secret pour craquer, et environ 3 minutes à mon directeur financier pour remarquer si j'utilisais les comptes principaux. Je contourne les pare-feux de l'entreprise avec la délibération d'un chirurgien travaillant autour d'un tissu cicatriciel. Déplacer 2,5 millions d'euros sans déclencher une notification du conseil ou une alerte automatique du trésorier exige une frappe chirurgicale sur mes avoirs personnels à l'étranger. Un ensemble de comptes maintenus sous une structure juridique qui n'existe que pour les moments où je dois agir sans surveillance. L'architecture de ma propre confidentialité financière devient le mécanisme de la rançon de mon fils. L'ironie ne m'échappe pas. J'ai construit chaque mur de ce système. Je suis maintenant en train de les démanteler pour la seule variable dont je n'ai jamais correctement géré le risque. Mon stylet tapote contre ma paume pendant que je travaille, un son rythmé, déterminé, le métronome de l'architecte commençant à réaffirmer son rythme. Top, top, top. Chaque tapotement est une décision. Chaque décision est une perte. Je vide mon filet de sécurité personnelle dans la lueur bleue d'un écran, et le reflet gris acier dans le verre sombre de la tablette et le visage d'une femme que je commence seulement à reconnaître. La logistique de la rançon est simple. La logistique de ma survie ne l'est pas. La lumière gris pâle apparaît d'abord comme une suggestion, un relâchement de l'obscurité au bord des lourds rideaux de soie, comme si le noir extérieur perdait sa conviction. Puis viennent les oiseaux. Les troglodytes du Vésinet n'ont aucun intérêt pour le poids moral des mardis soirs. Ils entament leur cœur matinal avec une précision joyeuse et inconsciente, indifférents aux doigts posés sur mon bureau et au compte à rebours sur mon écran. Je vérifie ma montre. Le cadran minimaliste affiche 5h17. Les aiguilles ressemblent à des accusatrices. Dans 2h43, les membres du conseil d'administration arriveront au siège de Beaumont Logistique dans leurs berlines respectives, chacun muni d'une copie d'une demande de mise sous tutelle qu'ils assemblent discrètement depuis plus de 6 mois. Ils se sont assurés les services d'un psychiatre expert, le docteur Adrien Torret, m'a-t-on dit, spécialisé dans l'évaluation des cadres de haut niveau pour déclin cognitif précoce. Ils veulent mon siège. Ils le veulent depuis des années, et ils ont enfin trouvé leur moment. J'ai un doigt coupé sur mon bureau en acajou. J'ai un fils dans un trou quelque part avec un minuteur sur le visage. J'ai un coup d'état qui arrive à l'aube. Elve. Je lisse mes cheveux, le geste est automatique, presque absurde dans ces circonstances,
Et pourtant c'est la première chose que mon corps fait quand je m'engage dans l'action. Mon carré net retombe en place avec sa précision architecturale habituelle. Le sprint, la pure panique animale des 6 dernières heures, est terminé. Ce qui commence maintenant est une chose pour laquelle je suis bien plus doué. L'avance stratégique. Le soleil matinal arrive sans pitié. À 6h40, la lumière a forcé le passage à travers les interstices des rideaux et s'est déposée sur mon bureau en dalles blanches et nettes. Une illumination clinique qui balaie l'ambiguïté indulgente de la nuit. Sous cette lumière, la tache sur le sous-main est sans équivoque. Sous cette lumière, la pâleur cireuse de ce qui trône au centre de mon bureau ne peut plus être attribuée à l'ombre ou à l'imagination. Je reste debout devant pendant exactement 4 secondes. Puis, je bouge. Les ciseaux coupe-papier en argent sont dans le tiroir de droite. Je les utilise avec l'économie délibérée d'une femme qui a fréquenté les quais de déchargement et les salles blanches avec la même rigueur, aucune hésitation, aucun tâtonnement. Je glisse le plat de la lame sous l'objet, le fais basculer dans l'ouverture d'un sac de transport pour risque biologique à fermeture sous vide, que je garde dans le kit d'urgence sous mon terminal secondaire. Ce sac est conçu pour les échantillons biologiques en transit. Je l'utilise environ 2 fois par an quand la biosécurité de l'entreprise exige une chaîne de traçabilité certifiée pour le fret pharmaceutique. Je n'avais pas anticipé cette application particulière. Je scelle le sac. L'air siffle en s'échappant par la valve, le plastique transparent s'affaissant autour de la chair cireuse et de la bague en or avec une précision lente et étouffante. La chevalière presse contre le plastique de l'intérieur, les armoiries des Beaumont visibles à travers la matière. Un relief d'encre croisée, le dessin que Robert avait commandé lorsqu'il avait fondé la société originale. Je glisse le sac scellé dans le coffre-fort encastré sous mon bureau. Le panneau hydraulique accepte mon empreinte biométrique sans cérémonie, la porte d'acier se refermant dans un déclic étouffé et définitif. De la cuisine, 3 pièces plus loin, j'entends le tintement lointain d'un plateau de petit déjeuner. Le personnel de maison commence sa séquence matinale, indifférent aux 6 dernières heures, aussi fiable que n'importe quel système automatisé que j'ai pu concevoir. Je me redresse, lisse mon tailleur et me dirige vers la machine à expresso derrière le buffet. Mes mains sont fermes. L'architecte a totalement absorbé la mer, comme une inondation absorbe une bougie complètement, et sans laisser de traces. Les portes en acajou s'ouvrent à 9 heures précises. J'ai toujours admiré la ponctualité comme une forme de respect. Aujourd'hui, elle se présente à ma porte avec le visage d'une menace. Arthur de Valmont mène la Preseschen. Président du Conseil, 67 ans, ancien banquier d'affaires issu d'une lignée dont la fortune remonte bien avant l'invention de l'eau courante. Il est habillé à la manière de ces hommes qui veulent être pris au sérieux sans paraître faire d'efforts. Un costume gris anthracite à la coupe conservatrice, une cravate de régiment d'un bleu discret, des boutons de manchette en argent, onéreux mais sans ostentation. Son visage affiche une expression de sollicitude soigneusement calibrée, le sourcil légèrement froncé, la bouche disposée en une forme de sympathie qui s'arrête exactement à 3 mm de ses yeux. Ses yeux, eux, ont le gris plat et évaluatif d'un étal de poissonnier. Derrière lui marche le docteur Adrien Torret. Je m'attendais à un clinicien en fin de cinquantaine. Quelqu'un de négligé, un académique. Quelqu'un que je pourrais gérer. Torret a 42 ans tout au plus, et son costume coûte plus cher qu'une berline de luxe. Je le sais parce que je reconnais une coupe sur mesure milanaise à 10 mètres, et la façon dont les coutures des épaules tombent sur cet homme n'a pas été réalisée par une machine. Il tient un mince carnet en cuir à ses côtés avec l'autorité naturelle de celui qui comprend que ce carnet est une arme, pas un outil. Il a le genre de visage qui semble amène jusqu'à ce que l'on croise son regard. Ses yeux font un travail précis, continu et patient, catalogué, mesuré, assigner un poids à chaque donnée présente dans la pièce. Ils apportent avec eux une odeur d'antiseptique de bureau. Elle se superpose aux fantômes métalliques persistants que j'ai passé les 3 dernières heures à essayer d'ignorer, et d'une certaine manière, la combinaison est pire que chaque élément pris séparément. Diane. Valmont tend la main. Je la serre. Sa poigne est celle d'un homme qui a répété son geste devant un miroir. Arthur. Je désigne le coin salon. Un café. Torret ne s'assoit pas. Il accepte l'expresso avec un murmure de remerciement, puis se met simplement à dériver. Il n'y a pas d'autre mot. Il se déplace dans la périphérie de la pièce avec une aisance de propriétaire, comme s'il procédait à une évaluation environnementale plutôt qu'à une visite de courtoisie.
Ses yeux parcourent la bibliothèque, le mur des diplômes, la disposition du bureau. Il s'attarde, brièvement mais délibérément, sur mes mains, plus précisément sur la façon dont mes doigts sont joints en pointe, pressés les uns contre les autres dans leur architecture habituelle. Je le laisse regarder. Il commence à parler sur le ton d'un homme formé à faire passer un interrogatoire clinique pour une conversation banale. Un baryton lisse et entraîné, sans aucune aspérité. Il m'interroge sur la qualité de mon sommeil. Sur les récentes inquiétudes du Conseil concernant ma latence de réponse, sur le contrat de Singapour. Sur le fait de savoir si j'ai ressenti la pression de la phase de croissance actuelle de l'entreprise. Des questions à haute pression délivrées avec la cadence d'un bavardage de salon. Il cherche la faille, la dilatation pupillaire, le retard dans le temps de traitement, la quête d'un mot qui ne vient pas assez vite. C'est un expert. Je le vois dans le rythme précis et imperturbable de sa technique. Je ne lui donne rien. Je réponds à chaque question avec la précision chirurgicale d'un algorithme de logistique traitant des données en temps réel. Latence de réponse, 0. Vocabulaire, complexe et spécifique. Affect, neutre avec un engagement calibré. Je regarde ses yeux se recalibrer encore et encore, cherchant la fissure invisible. Sous mes pieds, 8 centimètres d'acier trempé nous séparent du sac de risque biologique. Ma peau me brûle à cette seule pensée. Mais je ne lui donne rien. La tablette émet un signal. Une notification, priorité 1. La désignation que je réserve aux urgences de fret, aux saisies douanières, aux événements exigeant une réponse exécutive immédiate. Elle s'affiche en tête d'écran avec une bordure rouge et un drapeau d'urgence. J'incline l'écran vers mon corps, un mouvement si pratiqué qu'il passe pour de la discrétion instinctive plutôt que pour de la dissimulation. La photographie est en haute résolution. Celui qui l'a envoyé dispose d'un bon équipement et sait cadrer un plan. Les yeux de Christophe sont ouverts mais étranges, les pupilles fixes et dilatées par un voile induit par la drogue, le blanc trop apparent, le regard focalisé quelque part à 15 centimètres derrière l'objectif. Il est adossé à ce qui semble être un mur différent de la première vidéo, du plâtre blanc cette fois, avec une tache d'humidité horizontale à hauteur d'épaule. Un Canon noir mat est pressé contre sa tempe gauche avec la précision désinvolte de quelqu'un qui a l'habitude de ce geste. La légende est une notation bureaucratique unique et nette. 2 500 000 €. 4 heures. L'adrénaline est une marée brûlante qui monte de mon sternum jusqu'au fond de ma gorge. La nausée suit, une réponse physiologique, involontaire, totalement prévisible dans ces circonstances, et absolument inadmissible. Je l'avale. Je ne romps pas le contact visuel avec Toré. J'appuie sur « Archiver », m'autorise un unique petit soupir sec et sans joie, l'expiration spécifique que j'utilise pour les désagréments opérationnels mineurs et pose la tablette face contre terre sur le bureau. Un retard d'expédition dans le canal de Suez, dis-je. Ma voix est une ligne plate d'indifférence. Les autorités du canal ont encore changé leur protocole d'inspection. C'est la 3e fois ce trimestre. Les yeux de Toré glissent vers la tablette, puis reviennent sur mon visage. Il note quelque chose dans son carnet. Valmont a attendu son moment avec la patience d'un homme qui sait qu'il détient les meilleures cartes et qui veut savourer l'effet de manche. Il fait glisser le document sur l'acajou avec le mouvement fluide d'un croupier présentant une donne. Il est imprimé sur un vélin lourd, pas du papier de bureau standard, du vélin, le choix de quelqu'un qui veut que l'expérience tactile du document communique la gravité et la permanence. L'entête indique « Accord de retrait volontaire, Beaumont Logistique SAS ». Le conseil est inquiet, dit Anne. Sa voix porte le ton chaleureux et regrettable d'un homme accomplissant une nécessité malheureuse. Il y a eu des mouvements de liquidité préoccupants. Des transferts de capitaux en pleine nuit. Des comptes personnels touchant des seuils qui déclenchent notre clause de compétence. Il marque une pause, exactement le temps nécessaire pour qu'elle produise son effet. Nous voulons vous soutenir. Ils ont traqué les transactions de minuit. Bien sûr qu'ils l'ont fait. J'ai construit l'infrastructure d'audit moi-même. Je sais exactement à quel point les alertes automatisées sont granulaires. Ce qu'ils voient, c'est une PDG tentant de déplacer des capitaux personnels substantiels à minuit, sans notification au conseil et sans but commercial documenté. Pour un expert comptable, cela ressemble soit à un comportement irrationnel, soit à de la coercition. Pour Arthur de Valmont, cela ressemble à une opportunité.
La clause d'incapacité dans mon contrat de PDG est une disposition standard que j'ai négociée il y a 12 ans. Je l'ai rédigée pour protéger l'entreprise d'une direction réellement défaillante. Je n'avais jamais envisagé qu'elle puisse être utilisée contre moi par les personnes mêmes que j'étais censé protéger. Si je signe ce retrait, je cède mon siège. Ils installent un PDG par intérim sous 48 heures et le contrôle opérationnel de Beaumont Logistique passe de mes mains à un comité qui démantèlera 30 ans de précision architecturale en un seul trimestre fiscal. Si je refuse et déclenche un audit complet, les enquêteurs financiers trouveront le transfert de la rançon. Les ravisseurs verront une intervention institutionnelle. La note était explicite. Pas d'intervention extérieure. Les loups ont parfaitement choisi leur moment. Je reconnais ce mérite à Valmont, même si j'ai envie de réduire sa carrière à une pièce à conviction. Je ne touche pas au vélin. Je le lis avec mes yeux, à 1 mètre de distance, et je pose mon stylet sur le bureau avec un clic précis et délibéré. L'anomalie arrive discrètement, comme arrivent toujours les données les plus importantes, pas en fanfare, mais avec une légère dissonance qui se loge dans la vision périphérique et refuse de se résoudre. J'ai rouvert la photographie sur ma tablette privée, positionnée derrière un tableur de projection de revenus, sous un angle qui me permet de garder Toret dans mon champ de vision tout en travaillant. L'œil de l'architecte, la partie de mon cerveau formée à l'analyse de système, commence son évaluation avec le détachement d'un audit de contrôle qualité. La Chevaliere. Iesume. Elle est assise selon un angle incliné sur la phalange proximale. C'est faux. J'ai passé 32 ans à observer cette bague sur la main de mon fils, et je connais son poids et sa relation avec la géométrie de l'articulation sous-jacente. Une bague sur une main vivante distribue son poids sur des tissus mobiles et une structure osseuse dynamique. L'angle change avec le mouvement. Mais une bague sur un doigt sectionné, un doigt vidé de son sang, stocké et manipulé, se fixerait au point le plus bas de l'architecture de l'articulation. Elle serait à plat, ou décalée vers le côté de la paume. Elle ne serait pas dans cet angle incliné particulier, qui suggère une rigidité sous la peau ne correspondant pas à l'effondrement attendu des tissus mous. L'articulation est trop lisse. Je zoome encore. La tension de la peau sur la jointure est uniforme, trop uniforme. Un doigt humain, même préservé artificiellement, possède une architecture squelettique spécifique qui crée une topographie de surface asymétrique. La saillie de l'articulation devrait être visible. Cela semble usiné. Le froid qui me traverse est d'une température différente de celui des 6 dernières heures. Ce froid est précis. Il a un tranchan. Ce n'est pas le froid du chagrin ou de la terreur. C'est le froid d'une hypothèse qui prend forme. Ma suspicion opérationnelle triple en environ 4 secondes. Je garde le visage totalement immobile. Excusez-moi. Le téléphone de Toret vibre contre sa poche de poitrine, un bourdonnement bas et insistant. Il jette un œil à l'écran et se dirige vers la fenêtre, tournant le dos à la pièce d'environ 40 degrés. Ce n'est pas de la discrétion. Ce n'est pas un angle suffisant pour constituer une intimité. Mais c'est suffisant pour moi. Ma main glisse vers le compartiment secret dissimulé dans le panneau gauche du bureau, celui que j'ai fait installer lors des rénovations il y a 11 ans. On y accède par une plaque de pression dans le deuxième tiroir qui ressemble à une simple butée. Je ne regarde pas mes mains. Je maintiens mon regard vers la fenêtre, surveillant le reflet de Toret dans le verre sombre du second terminal grâce à ma vision périphérique. Le sac scellé sous vide est là où je l'ai laissé. Mes doigts trouvent le kit de prélèvement au toucher, un tube stérile, scellé, du diamètre d'un crayon. Je l'ouvre d'une seule main avec la dextérité d'une femme qui a passé 2 ans sur les quais de chargement de produits pharmaceutiques, là où les protocoles de chaîne stérile étaient imposés autant par la réglementation que par une discipline personnelle de fer. Je saisis l'écouvillon. Je libère la valve du sac de risque biologique, le sifflement est microscopique, contenu, et je frotte la tige contre le résidu de tissu accroché à l'intérieur de la monture de la bague. Mon cœur cogne contre mes côtes. Un martèlement frénétique et rythmique qui semble totalement déconnecté de l'immobilité de mes mains et de la neutralité de mon visage. L'écouvillon retourne dans le flacon stérile. Le flacon est scellé. Le sac est refermé. Le compartiment secret disparaît. Toret se détourne de la fenêtre. Mes doigts sont déjà joints en pointe. L'application de contrôle qualité biocargo de Beaumont Logistique est, en apparence, exactement ce que son nom indique. Un système de suivi pour les contrats de fret pharmaceutique et biologique qui représente environ 18% de notre chiffre d'affaires.
conteneurs à température contrôlée, traçabilité, transferts automatisés vers les laboratoires. Mais ce qu'elle est réellement, grâce à l'infrastructure que j'ai bâtie autour d'elle, c'est un système de transport hautement prioritaire et entièrement crypté pour des échantillons que je ne veux voir passer par aucun canal visible par mon conseil. Je génère le ticket en 11 frappes de touche. Acantillan number 882. Destination. Laboratoire Prive 4. Priorite. Sentinel. Le laboratoire privé 4 ne figure sur aucun organigramme. Il existe dans les documents immobiliers comme une unité de test de matériaux déclassés, dans notre centre logistique du Havre. En réalité, il abrite une équipe d'analyse médico-légale de 6 personnes que je finance depuis l'année où un concurrent a tenté de frauder nos contrats pharmaceutiques en substituant des échantillons. Je les ai installés là et je les ai gardés, car je suis une femme qui comprend la valeur à long terme d'une infrastructure située hors de l'architecture visible. Sur la rampe de lancement cachée du domaine, affleurant la pelouse nord, invisible depuis l'allée et absente de tout cadastre, un quadricoptère en fibre de carbone lance ses rotors. Assez silencieux à 15 mètres pour être confondu avec un grand oiseau. Le conduit de transport pneumatique intégré à mon bureau accepte le flacon avec un bruit sourd et étanche, se mettant brièvement sous pression avant que la trappe externe ne s'engage. Toré lève la tête. Je le regarde comme je regarde les jeunes associés qui posent des questions dont ils devraient déjà connaître la réponse. L'avenir, docteur. Nous automatisons tout, ici. Je marque un temps. Même les déchets. Il m'observe un instant, un peu plus longtemps que ne l'exige la politesse. Puis, il note à nouveau quelque chose dans son carnet. Je signe les documents préliminaires de liquidation des actifs secondaires de la firme à 10h17. Chaque signature est une goutte de sang. J'en suis parfaitement consciente. Ces actifs secondaires, une filiale de technologie logistique à Lyon, une participation dans un terminal portuaire à Marseille, représentent 11 ans d'acquisition stratégique. Ils ne sont pas le cœur de Beaumont Logistique, mais ils sont porteurs. Leur liquidation créera des vulnérabilités structurelles qu'un adversaire compétent pourrait exploiter. Je les signe avec le calme délibéré d'un chirurgien pratiquant une résection contrôlée. Enlever ce qui doit partir. Arrêter l'hémorragie plus tard. Valmont observe le stylo glisser sur le vélin avec une satisfaction qu'il ne parvient pas tout à fait à cacher. La légère crispation de ses lèvres, le redressement imperceptible de ses épaules. Il croit voir une veuve s'effondrer. Il pense que les transactions de minuit combinées à la présence du psychiatre ont enfin brisé le levier qu'il cherchait depuis la mort de Robert. Je le laisse le croire. Je laisse un léger tremblement s'emparer de ma main droite alors que je signe la 3e page. Une vulnérabilité contrôlée, calibrée. Le genre de tic qu'un psychiatre expert en évaluation comportementale va noter et intégrer dans son récit sur mon stress cognitif. J'ai besoin que le carnet de Toré indique. Le sujet présente des signes de détresse compatibles avec un débordement émotionnel. Capable de fonctions techniques, mais sous une charge psychologique significative. J'ai besoin que le scénario qu'il construit soit assez plausible pour les satisfaire, mais pas assez dramatique pour qu'il déclenche une procédure d'urgence immédiate. Le tremblement apparaît. Dure 4 secondes. Disparate. Toré écrit. Parfait. À 10h34, je m'adosse à mon fauteuil et fixe Toré d'un regard gris inflexible. Le marché est une variable, docteur, dis-je. Tout comme l'esprit humain. S'ensuivent 5 minutes que je construis avec la précision d'une plaidoirie finale. J'utilise le vocabulaire de l'ingénierie des systèmes et de l'économie comportementale non parce qu'il est inaccessible, mais parce qu'il occupe exactement le registre qui met certains hommes profondément mal à l'aise. Le langage de la précision manié par une femme qui ne le simule pas, mais l'habite. Je parle de volatilité structurelle dans les réseaux de la chaîne d'approvisionnement. Je traite de la logistique du deuil comme d'un problème d'équilibrage de charges cognitives. J'utilise l'expression « surcharge affective » sans la moindre ironie. L'inconfort de Valmont se lit dans la crispation de sa mâchoire et dans la façon dont ses mains ont migré de la table vers ses genoux, où elles peuvent se serrer sans être remarquées. Toré a cessé d'écrire. Il m'observe comme un homme regarde une chose qui vient de mettre en échec son hypothèse, non pas avec admiration, mais avec l'immobilité d'un scientifique dont les résultats expérimentaux sont inattendus. Il ne cherche plus l'effondrement. Il observe une femme qui semble avoir remplacé son cœur par un microprocesseur,
et il essaie de décider si c'est l'état que ses clients lui ont décrit ou quelque chose de radicalement différent. Je soutiens son regard et ne lui offre aucune réponse. La vibration à mon poignet est différente d'une simple notification. C'est un motif spécifique, 3 impulsions courtes, une longue, 3 courtes, que j'ai programmé dans ma montre il y a 3 ans en établissant l'infrastructure Sentinelle. Je jette un œil au cadran. L'affichage minimaliste indique, en caractères cryptés, Sentinelle initiée. Analyse complétée à 84%. Le labo à l'échantillon. Le protocole de l'architecte tourne en arrière-plan de ma propre infrastructure, bien en dessous du seuil de surveillance que le conseil a pu installer. Je le sens, non pas littéralement, mais de cette façon spécifique qu'a un ingénieur de sentir un système fonctionner correctement, une sorte de satisfaction structurelle indépendante de toute émotion. Je ne suis plus seulement une victime attendant des instructions. Je suis un auditeur commençant l'examen médico-légal d'une tentative de prise de contrôle hostile. La question est simple. Quelle est la menace principale? Le conseil, ou les ravisseurs? Et sont-ils, en réalité, la même personne portant des masques différents? La pensée arrive, achevée. Je la mets de côté pour l'examiner plus tard. C'est une hypothèse qui mérite d'être testée. Tout mérite d'être testé. Je regarde le conseil, Valmont avec ses yeux de requin et ses documents en vélin, Toré avec son carnet de cuir et son regard en recalibrage, puis je regarde la photo de mon fils, toujours archivée sur l'écran de ma tablette. Les yeux drogués de Christophe fixant le vide derrière un Canon noir mat. Les 2 images cohabitent dans mon esprit. J'examine leur relation comme j'examine un conflit de routage, sans panique, avec l'attention patiente et tridimensionnelle d'un architecte de système cartographiant les dépendances. Pour les ravisseurs, je suis la mère éplorée qui liquide sa vie. Ie copre. Je suis terrifié. Je suis exactement ce qu'ils ont prévu que je sois. Pour le conseil, je suis la PDG à la dérive qui cède son pouvoir sous la pression psychologique. Ie ple. Je suis vulnérable. Je suis exactement ce que 12 ans d'attente ont conduit Arthur de Valmont à croire que je deviendrais. Les 2 récits tournent simultanément. Et les 2 publics m'observent jouer la version de Diane Beaumont dont ils ont besoin. Sous le bureau, mon stylet trace une 3e voie. J'attends les données. J'attends l'analyse qui confirmera soit que je pleure un fils, soit, et cette hypothèse gagne en poids à chaque minute, que je suis traqué par un fantôme de ma propre création. Je regarde Volmant. Je souris, ce sourire social serré et poli, celui qui ne mobilise que les muscles de la bouche et n'atteint jamais les yeux. C'est le sourire d'un prédateur qui a décidé d'arrêter de prétendre qu'il est une proie. L'écran de la tablette pulse en bleu. Pas l'ambre chaleureux des lampes, pas le blanc froid du matin bleu, le bleu spécifique d'une interface de données de laboratoire, stérile, neutre et sans aucune pitié. Le rapport du laboratoire privé 4 s'affiche sous la forme d'une page unique d'analyse formatée, le genre de document dépouillé que mon équipe produit car je les ai formés à omettre tout ce qui n'est pas une donnée brute. Je le lis une fois, puis une seconde fois, non pas parce que je n'ai pas compris, mais parce que l'esprit exige un second passage quand le premier invalide tout ce qu'il croyait depuis 8 heures. Analyse de l'échantillon. Composite polymère. 98% silicone de qualité médicale. Puri Adian. 0% Derive synthétique. Matrice colorante. Suspension de pigments d'oxyde de fer. Base glycérine. Classificanti sull'aire. Non biologico. Le doigt n'était pas un doigt. Le sang n'était pas du sang. C'était une soupe chimique, des pigments d'oxyde de fer dans un support de glycérine, épaissis pour obtenir la viscosité et le temps de séchage approprié. La bague avait été placée sur une prothèse de haute fidélité provenant d'un endroit ayant accès au moulage de silicone de qualité médicale, avec le savoir-faire nécessaire pour reproduire la topographie spécifique d'une articulation humaine. Une résolution suffisante pour tromper une femme dans le noir, sous le choc, fixant une chose qu'elle ne voulait désespérément pas voir. Je fixe les résultats. Valmont et les membres du conseil se lèvent avec le contrôle étudié d'hommes ayant répété leur sortie. Ils s'étaient préparés à ce que je pleure, à ce que je discute ou exige un examen juridique. Ils s'étaient aussi préparés à la possibilité d'un acquiescement digne, et c'est ce qu'ils reçoivent, ce qui semble les déconcerter légèrement. Car l'acquiescement digne de Diane Beaumont au moment de sa défaite ne correspond pas tout à fait à la charge émotionnelle qu'ils attendaient. Le carnet de Toré est fermé.
Il m'observe avec l'expression d'un homme ayant rédigé un rapport qu'il n'est plus tout à fait à l'aise de soumettre. Vous avez fait le bon choix pour l'entreprise, Diane, dit Valmont. Il range les papiers signés dans sa mallette avec le soin spécifique d'un homme manipulant un trophée sans brutalité, mais avec la satisfaction propriétaire de celui qui a l'intention de l'exposer. 12 ans d'attente, pliés dans du vélin et rangés dans du cuir italien. Je les raccompagne jusqu'aux portes du bureau. Je leur adresse un signe de tête lasse, convaincant, je pense, car ils ne demandent aucun effort de jeu. Je suis réellement fatigué. Je suis debout depuis 22 heures, j'ai traité une menace, une trahison, un défi de compétence et un renversement médico-légal. La fatigue est réelle, même si ma détermination est absolue. Les pas s'éloignent dans le couloir. La lourde porte d'entrée s'ouvre et se ferme. Le bruit de 2 berlines de luxe, une Mercedes et un Range Rover, je les distingue au son du moteur, s'éloignent dans l'allée et se font dans les bruits ambiants du matin au Vésinet. Je retourne dans mon bureau. Je tourne le verrou. Je tourne le second verrou, celui que j'ai fait installer après la mort de Robert, celui que le personnel de maison croit décoratif. La scène est libre. L'interface de surveillance Sentinelle s'ouvre sur 3 écrans de mon arrêt stratégique. Ce qu'elle me montre, c'est de l'argent en mouvement. Pas le mouvement lent et incertain de fonds cherchant une destination, mais l'efficacité automatisée d'un balayage préarrangé. Quelqu'un a construit l'infrastructure de réception avant même que le transfert ne soit envoyé. Le routage est propre, confiant. Tout ceci a été conçu à l'avance. Je regarde les balises se déplacer. Serveur à Miami, un centre d'hébergement commercial, du genre qui ne pose pas de questions si le paiement trimestriel est honoré. Temps de transfert, 11 secondes. Mexico, une banque de correspondance privée que je reconnais pour avoir examiné la structure offshore d'une cible d'acquisition manquée il y a 3 ans. La banque liquide les fonds via un compte domestique et les pousse en avant sans pause. Le signal se déplace vers le sud et l'est. Quintana Roo, Mexique. Je ressens ce que je ne peux décrire que comme une reconnaissance structurelle, la satisfaction spécifique d'un système logistique résolvant une route que je traquais à travers le brouillard. L'argent ne se dirige pas vers l'architecture dark web d'un réseau criminel. Il ne va pas vers un mélangeur de crypto-monnaies ou une bourse anonyme. Il se dirige vers une position géographique avec une adresse physique, un titre de propriété, et presque certainement, une piscine avec vue sur les Caraïbes. Pas un entrepôt. Pas une cellule. Un terrain de jeu. La rapidité du transfert suggère un tour de victoire automatisé, un programme conçu pour s'exécuter dès que les fonds seraient libérés, par quelqu'un qui s'attendait au succès et voulait célébrer efficacement. C'est la signature de quelqu'un de doué pour anticiper les gains, mais médiocre pour planifier les complications. Mon stylet tapote contre ma paume. Top, top, top. Le signal se stabilise. Je lance les coordonnées via un canal secondaire que je maintiens pour l'intelligence économique, une base de données de propriétés internationales croisées avec les registres de 17 juridictions. Le résultat s'affiche en 40 secondes. Blue Horizon Holdings, LLC. Enregistré aux îles Caïmans. Propriété, lot 847, zone côtière de la Riviera Maya, Quintana Roo. Classification, Residencial de luxe. Surface, 150 square meters. Équipement, piscine privée, quai en eau profonde, quartier pour le personnel. Blue Horizon Holdings. Je connais ce nom. Je le connais comme on connaît le nom d'une ligne récurrente qui apparaît dans des rapports examinés pour d'autres raisons. Un nom qui se loge dans la mémoire parce que l'architecture de reconnaissance de forme d'un analyste y a décelé une répétition. Je sors mes archives. Il y a 3 ans, Christophe est venu me voir avec une « opportunité d'investissement ». Un développement hôtelier sur la côte du Yucatan qu'il décrivait comme une entrée au rez-de-chaussée du marché des resorts de luxe. J'avais refusé de financer. Il a pris le prêt personnel de 50 000 € que je lui ai donné ce même trimestre. Et je n'ai pas demandé comment il l'avait dépensé. Il l'a dépensé pour une société écran. Il l'a dépensé pour l'acompte d'une villa sur la Riviera Maya. Et ensuite, il a utilisé ma peur, l'image de la bague de mon mari, un doigt en plastique et son propre visage en pleurs contre un mur de béton pour financer le reste. L'audace possède une qualité qui transcende la malhonnêteté ordinaire. Elle est presque architecturale dans son ambition. Presque. Presque. Car un vrai bon architecte ne laisse pas de traces de propriété sous le nom d'une société écran que sa mère a déjà vu passer.
Le réseau local de la villa est protégé par un système commercial cher, de grandes marques, le genre de pack de sécurité que l'on achète quand on veut se sentir protégé sans comprendre ce que la protection exige réellement. C'est, comme je m'en doutais, l'équivalent numérique d'une grille plaquée or dont on aurait laissé le loquet ouvert. Mon outil de scan, Blackbox, trouve le point d'entrée du réseau en 11 secondes. Le pare-feu présente une vulnérabilité non corrigée, une mise à jour du micrologiciel que l'administrateur système a omis d'exécuter. Sans doute parce que personne n'a pensé à la planifier, et sans doute parce que le genre de personne qui gère une planque de cartel sur la Riviera Maya n'emploie généralement pas d'équipe dédiée à la sécurité informatique. Je franchis le pare-feu en moins de 90 secondes. Le système interne des caméras Nest se charge sur mes moniteurs en une cascade de flux haute définition. La porte d'entrée, le quai, la cuisine, le couloir du rez-de-chaussée et la terrasse de la piscine. C'est ce dernier flux qui m'importe. La lumière des Caraïbes tombe sur le carrelage blanc avec cette intensité crue que l'on ne trouve qu'à cette latitude directe, décolorante, sans la douceur angulaire de la lumière du nord. Le son qui s'échappe de mes haut-parleurs est océanique. Le fracas rythmique des vagues contre le quai en eau profonde. Une rumeur qui emplit mon bureau d'acajou de la luminosité incongrue d'un après-midi de villégiature. Assise dans mon bureau du Vésinet, dans l'ombre, je regarde mon fils au soleil. Il porte une chemise en lin blanc. Pas déchiquetée. Pas maculée de sang. Une chemise propre, repassée, coûteuse, le col ouvert et les manches retroussées jusqu'au coude. Ce genre de décontracté étudié qui exige un certain effort. Il est incliné sur une chaise longue avec l'aisance d'un homme qui est ici depuis assez longtemps pour se sentir chez lui. Ses mains sont intactes. Toutes les deux, parfaitement intactes, enlacées autour d'un verre givré rempli d'un liquide ambré que je reconnais, à sa couleur et à la disposition des glaçons, comme un bourbon de grande qualité. Il rit de quelque chose qu'un des hommes autour de lui vient de dire, un rire franc, lâche, sans retenue, le rire d'un homme qui pense avoir terminé la partie difficile et se trouve désormais en phase de célébration. Il lance quelque chose en l'air et le rattrape. Il le lance et le rattrape. Encore et encore. La lourde chevalière en or accroche la lumière à chaque arc de cercle. Un éclat bref et brillant, tournoyant contre le ciel bleu avant de retomber dans sa paume. La bague qu'il a volée dans mon coffret à bijoux. Celle que je l'ai regardée accepter de ma main il y a 12 ans, lors de la cérémonie à la mémoire de son père. La bague qu'il a placée sur une prothèse en silicone avant de l'emballer dans une boîte en carton bon marché sentant l'ozone. Envoyée à mon domaine à minuit pour me convaincre qu'on lui avait tranché le doigt. Il joue avec, comme s'il lançait une pièce de monnaie. Les 3 hommes qui l'entourent possèdent la grammaire physique spécifique des hommes de main, cette immobilité attentive et ennuyée, les armes de poing portées avec la familiarité désinvolte d'un outil de travail, les visages durcis d'hommes dont la loyauté est un arrangement financier plutôt qu'un lien personnel. Ils ne retiennent pas Christophe. Ils attendent. Ils attendent leur pourcentage d'un paiement dont je suis de plus en plus certaine que Christophe ne leur a pas dit toute la vérité. Il a utilisé un syndicat du crime de Quintana Roo pour mettre en scène un faux enlèvement contre sa propre mère, et il l'a fait avec l'insouciance joyeuse d'un homme qui ne s'est jamais retrouvé face à quelqu'un comprenant réellement les méthodes comptables d'un cartel. Je l'observe pendant une longue minute. 63 secondes, au cadran de ma montre minimaliste. Je les compte parce que compter reste, apparemment, mon dernier mécanisme de survie quand le reste de mes systèmes est en train d'effectuer des vérifications. Je cherche l'étincelle. Cette chaleur involontaire, la dernière braise du lien forgé la nuit où je l'ai tenu dans mes bras à la maternité de Neuilly, comprenant pour la première fois ce que cela signifiait d'avoir créé quelque chose en dehors d'un tableur. Ce sentiment qui a court-circuité ma logique 100 fois en 32 ans. La raison pour laquelle j'ai continué à lui accorder des prêts personnels, à répondre à ses appels, à lui ouvrir ma porte quand ses projets d'investissement s'effondraient et que ses dettes de jeu s'accumulaient. Je regarde mon fils rire sur un transat avec mon argent, la bague de mon défunt mari et les sbires d'un cartel montant la garde. J'attends. Rien. Le silence dans mon bureau n'est pas celui du deuil, du choc ou d'une émotion réprimée. C'est le silence d'un système qui a terminé son diagnostic et n'a rien à signaler. Le silence d'un calcul final. Le dernier fil rond. Je ne le sens pas de manière dramatique, pas de frisson, pas de larmes, pas de moment de dévastation cinématographique. C'est un déclic propre, chirurgical, comme un disjoncteur qui saute quand la charge dépasse le seuil de tolérance. Un mécanisme de protection, en somme.
Le système se protège d'un dommage permanent en supprimant la connexion. Le garçon que j'ai élevé n'existe plus dans aucun sens opérationnel significatif. Ce qui se trouve sur cette terrasse est un passif. Et je suis la femme qui restructure les passifs. Je ne tends pas la main vers le téléphone pour appeler la police ou les autorités internationales. Je n'appelle pas mon avocat, ni aucun des mécanismes institutionnels à la disposition d'une femme de mes ressources. J'ouvre le manifeste mondial de Beaumont Logistique. 3 conteneurs de haute valeur sont actuellement à quai à Cozumel, une cargaison pharmaceutique sous contrat avec une fenêtre de traitement de 48 heures avant que les pénalités de douane ne s'activent. Je les déroute. Ce déroutement crée un signal dans le système numérique des autorités portuaires de Cozumel, une demande de retenue douanière que j'ai l'autorité de générer. Cela semble routinier pour quiconque lit le manifeste. Mais cela crée une trace numérique précise à l'intérieur du réseau Sentinelle de détection du blanchiment d'argent. Je signale l'adresse IP de la villa. Instrument suspect de fraude électronique. Véhicule suspect de blanchiment d'argent. Le signalement entre dans la file d'attente du réseau Sentinelle, non pas directement vers la police, mais dans le système de surveillance interinstitutionnelle auquel les banques et les régulateurs sont abonnés pour cette catégorie précise de crimes financiers transfrontaliers. C'est le genre de signalement qui prend du temps à être traité, qui avance méthodiquement. Ce n'est pas une arme. C'est une mèche. Je fais cela depuis 30 ans. J'ai brisé des concurrents non par la confrontation, mais par la suppression systématique de leur oxygène opérationnel. On identifie les dépendances, on applique une pression sur les points de rupture, et on attend que la défaillance structurelle se propage en cascade. Christophe est un joueur. Il a emprunté les bras armés du cartel sur la promesse d'un pourcentage qu'il n'a pas l'intention d'honorer. Il est assis sur une terrasse dont l'adresse IP est désormais signalée dans 3 systèmes de surveillance différents, tandis que les hommes autour de lui attendent un paiement qu'il ne fera jamais. Je n'appelle pas à l'aide. Je suis en train d'ajuster les variables de son environnement jusqu'à ce que l'air devienne irrespirable. Je zoome sur le flux de la piscine. Les 3 hommes avec Christophe portent les tatouages spécifiques du syndicat de Quintana Roo. Je les connais car Beaumont Logistique gère des infrastructures de fret dans ce corridor et j'ai étudié l'écosystème criminel qui gravite autour des docks pour protéger mes cargaisons. Je reconnais l'affiliation. Je comprends, avec une clarté glaciale, ce que cela signifie pour Christophe d'avoir promis à ses hommes une part qu'il ne peut pas livrer. C'est un parieur qui s'est assis à une table peuplée de joueurs qui n'acceptent pas les dettes d'honneur et n'ont aucune réticence sentimentale à recouvrer leurs créances. Il pense être la personne la plus intelligente de la pièce. Il croit que son charme et son talent théâtral, qui ont manipulé sa mère pendant 32 ans, lui serviront de la même manière avec des hommes qui n'ont que faire de sa performance. Il s'est trompé. Je n'ai pas besoin de fabriquer ses conséquences. J'ai simplement besoin de m'assurer que les conséquences qu'il a lui-même engendrées arrivent au moment opportun. La banque gagne toujours. Christophe a toujours été trop occupé à regarder les autres joueurs pour s'en souvenir. Je me dirige vers mon coffre-fort personnel, une boîte ignifugée encastrée derrière un faux panneau dans le mur et du bureau. L'intérieur est organisé avec la même rigueur que tout le reste. Les documents en haut, les bijoux en bas, chaque pièce dans son compartiment de velours. Je fais tourner le cadran. La porte s'ouvre. Nichée au centre du compartiment inférieur, dans un écrin légèrement plus grand pour accommoder son poids, repose la véritable chevalière, celle que mon mari a portée à la main droite pendant 28 ans. Celle que j'ai retirée de son doigt au funérarium de mes propres mains, car je ne pouvais supporter l'idée qu'un étranger le touche. Celle que j'ai gardée, sans jamais la porter, car cela me semblait être une prétention que je n'avais pas encore méritée. La bague que Christophe a volée il y a des mois, celle qu'il lance actuellement sous le soleil des Caraïbes, était un leurre. J'avais remarqué ces larcins entrepreneuriaux, depuis environ 4 mois. De petits objets disparaissaient, des valeurs s'évaporaient, comme s'évaporent les choses quand quelqu'un ayant accès au domaine a besoin de liquidité et pense que le deuil d'une mère empêchera tout inventaire. J'avais placé le leur à l'endroit évident et déplacé l'original. Je n'avais pas anticipé cette application spécifique. Mais j'avais anticipé quelque chose. Je glisse l'épais anneau d'or à mon index droit. Il est froid. Substantial. Son poids est différent de tout ce que je possède. Ce n'est pas le poids d'un objet, mais celui d'une histoire. Les mains de Robert. L'héritage de Robert. L'entreprise qui portait son nom jusqu'à ce que je la rende digne de le porter. Je regarde mon reflet dans le verre sombre du moniteur. Mes cheveux d'acajou, mes yeux gris acier,
Mon visage angulaire aux pommettes hautes et à la mâchoire fine et déterminée. Le visage d'une femme qui ne pleure pas. Le visage d'une femme qui a terminé son diagnostic et identifié l'action corrective. La mère n'est plus là. L'architecte a un dernier audit à réaliser. L'éclairage du bureau nécessite 3 ajustements avant de me satisfaire. Le premier réglage est trop chaleureux, des tons ambrés qui suggèrent le confort, l'intimité, les contours douillets d'un foyer. Je l'élimine. Le deuxième est trop plat, une diffusion zénitale qui délave le décor en acajou et transforme mon visage en un document clinique plutôt qu'en une déclaration délibérée. Je l'élimine aussi. Le troisième est celui que je recherche. Les appliques architecturales réglées à 60%, inclinées pour mettre en relief la bibliothèque et les lourdes boiseries derrière moi, la lampe de bureau placée bas sur la gauche pour que les ombres tombent avec intention. La pièce ressemble exactement à ce qu'elle doit être. L'intérieur d'un esprit organisé par quelqu'un qui n'a aucune patience pour le désordre. J'ouvre le canal de diffusion, Ghost Node, sur mon terminal crypté. C'est un protocole que j'ai conçu pour les blackouts logistiques, pour les moments où une urgence de fret exige que je pousse des informations vers des récepteurs qui ne peuvent être vérifiés par les canaux standards. Une transmission unidirectionnelle sans fenêtre de négociation, sans voie de retour, sans invitation au dialogue. J'envoie, ils reçoivent, le canal se ferme. Je l'ai utilisé exactement 4 fois en 11 ans, toujours pour de véritables urgences opérationnelles. Ceci en est une. Je ne veux pas d'une conversation avec mon fils. Une conversation implique 2 parties ayant une légitimité à la table, et Christophe a passé toute cette journée à démontrer qu'il ne comprenait pas ce que la légitimité coûtait. Je veux une diffusion. Je veux une trace. Je veux documenter la clôture d'un compte défaillant avec la même efficacité glaciale que j'apporterais à n'importe quelle autre créance irrécouvrable. Je calibre le cadre, mon visage, mes épaules, ma main droite posée sur le bureau. Specific, delivery. La caméra s'active, son témoin lumineux passant de l'ambre de veille à un cramoisi fixe et froid. Je regarde l'objectif. Je ne suis plus la femme qui tremblait dans cette pièce il y a 8 heures. Cette femme a été entièrement métabolisée. Ce qui reste, c'est l'architecte, l'original, la base, la version de Diane Beaumont qui survit sous chaque rôle qu'elle a pu jouer. Elle n'est pas en colère. Elle n'est pas en deuil. Elle est une machine d'enregistrement, et elle documente une fermeture. Je lève la main droite. Lentement, avec délibération. La lourde chevalière en or accroche la lumière du bureau, la vraie, celle dont le métal porte encore, d'une certaine manière, le poids de 28 années de vie de Robert. Les armoiries des Beaumont se détachent en relief contre ma peau d'ivoire. Je la tiens à hauteur de l'objectif et j'attends. 10 secondes. Je les compte. Pas par habitude cette fois, mais parce que la pause est intentionnelle, un élément structurel de la diffusion, pas une hésitation. Je veux que Christophe, regardant ce flux sur n'importe quel appareil dans sa villa de Saint-Tropez, fixe cette bague pendant 10 pleines secondes avant que je ne prononce un mot. Je veux qu'il ressente le vertige spécifique d'un plan qui s'effondre sur ses propres fondations. Il pensait avoir utilisé cette bague pour m'anéantir. Il pensait que son poids, le symbole d'un père qu'il n'a jamais respecté et d'une mère à laquelle il ne pourrait jamais survivre, était son arme la plus efficace. Je veux qu'il la voie à mon doigt, sur ma main, dans mon bureau, en parfaite sécurité, et qu'il comprenne dans sa chair avant de le comprendre dans son esprit que ses fondations n'étaient que du sable. Mon expression est une ardoise vierge. Pas froide, la vacuité est plus troublante que la froideur, car le froid implique une chaleur résiduelle, quelque chose qui a brûlé et pourrait brûler encore. La vacuité est architecturale. Elle dit, il n'y a jamais rien eu ici qui t'ait appartenu. Tu as toujours été un piètre logisticien, Christophe. Ma voix sort basse et rythmée, le registre spécifique que j'utilise pour les présentations au conseil et les négociations de contrat, la voix qui signifie que ce qui suit a été mûrement réfléchi et ne sera pas révisé. Pas un soupçon d'émotion. Un ton de finalité. Un bon architecte vérifie les matériaux avant de construire la structure. Je laisse la pose peser comme un dossier que l'on lâche sur une table. Ton silicone était de qualité médicale. Je te l'accorde. Le moulage était convaincant sous le coup d'un choc émotionnel et par manque de lumière. Mais ta chimie sanguine était une plaisanterie. De l'oxyde de fer et de la glycérine. J'ai vu de l'hémoglobine plus crédible dans des catalogues de farces et attrapes. Je surveille son flux sur mon moniteur secondaire, la caméra de la piscine, l'après-midi azuréen en haute définition.
Je le vois absorber la diffusion. Son verre de Bourbon est toujours dans sa main, mais il ne le tient plus avec aucune assurance. J'ai audité ton enlèvement à 10h14 ce matin. Je laisse la précision clinique de l'horodatage faire son œuvre. Tu as été un actif défaillant pendant 32 ans. Tu as eu des trimestres prometteurs. Des indicateurs précoces qui laissaient espérer que tu finirais par développer la colonne vertébrale opérationnelle de ton père. Mais ce matin, Christophe, tu as enfin franchi le seuil de la perte totale. Je penche très légèrement la tête, de la façon dont je le fais quand j'explique une conclusion évidente à quelqu'un qui aurait dû la trouver seul. Tu es devenu une créance irrécouvrable. Un simple amortissement. Je le vois se lever de sa chaise longue. Je me penche en avant. L'objectif capture mes yeux avec une netteté brutale, gris acier, fixe. Les yeux d'une femme qui regarde des chiffres depuis 40 ans et qui est devenue, d'une certaine manière fondamentale, indissociable des systèmes qu'elle a bâtis. En te tuant, sur cette vidéo, tu m'as rendu un dernier service. Tu as créé la documentation légale de ton propre décès. Tu as fourni les images, l'horodatage et l'origine géographique que mes avocats traitent actuellement comme preuve dans un rapport pour disparition et suspicion d'homicide, déposé auprès de la gendarmerie ce matin même. Un silence. Pour le monde, tu es une tragédie. Le deuil d'une famille. Une histoire édifiante sur les pressions de la richesse héritée. Pour moi, tu es une case vide dans un grand livre de contes. Sur le flux de la villa, je le regarde accuser le coup. Le verre glisse entre ses doigts, il ne tombe pas encore, mais sa prise est devenue incertaine. Son corps est en avance sur son esprit, traitant ce que son intellect essaie encore de refuser. Il a passé toute cette opération à penser à ce qu'il prenait. Il n'a pas réfléchi, avec la moindre rigueur, à ce qu'il abandonnait. Il a mis en scène sa propre mort pour extraire de l'argent à sa mère, et sa mère a accepté la prémisse. Christophe Beaumont est légalement mort. Christophe Beaumont n'a plus aucun droit sur tout ce que Diane Beaumont possède, contrôle ou construira jamais. Christophe Beaumont s'est lui-même effacé de chaque document, de chaque plan de succession, de chaque considération et il m'en a remis les preuves. Il n'a pas seulement volé 2,5 millions d'euros. Il s'est accidentellement supprimé. L'argent, dis-je. Un sourire glacial apparaît, le vrai, celui, étroit, qui ne surgit que lorsqu'une situation se résout exactement comme elle le doit. Les 2,5 millions sont actuellement sur ton compte. Le transfert a été validé. Le protocole Sentinelle a voyagé avec eux, mais de ton côté, tout semble propre. Je marque une pause. Ça ne l'est pas. Je tape la commande d'exécution. J'ai signalé ce transfert comme une opération de blanchiment d'argent de haut niveau liée au crime organisé il y a environ 40 minutes. Les signatures des paquets de données ont été structurées pour imiter exactement le genre de mouvement transfrontalier complexe qui déclenche un examen automatisé de la brigade financière. Un examen qui remonte jusqu'aux autorités locales quand l'adresse du terminal correspond à une propriété côtière connue pour ses fréquentations douteuses. Le signal est parti 30 secondes après la validation du transfert. C'était il y a 40 minutes, Christophe. Je l'observe à travers la caméra de sa villa. Cet argent n'est plus un prix. C'est une balise de détresse pour chaque agence gouvernementale que tu as passé ta vie d'adulte à essayer d'éviter. Une pause si courte qu'elle est à peine perceptible. Tu n'as pas financé ton évasion. Tu as construit un phare. Et tu as transformé ton sanctuaire en scène de crime. La panique sur la terrasse n'a rien de cinématographique. Il n'y a pas de révélation dramatique. Pas de geste théâtral d'effondrement. Cela arrive comme la vraie peur arrive chez les gens réels. Par morceaux, par l'échec progressif de la confiance d'un homme dans sa propre analyse de la situation. Je vois cela se produire en cadrant sur mon moniteur secondaire. Christophe recule en trébuchant. Ses talons accrochent le bord d'une margelle, ses bras cherchent l'équilibre. Le verre de Bourbon quitte sa main et s'écrase sur le marbre. Je ne peux pas l'entendre à travers le fracas des vagues mais je vois les éclats de verre et de glace s'éparpiller sur le sol blanc. Il regarde ses mains, ses deux mains, intactes, la bague disparue maintenant. Ses mains sont celles d'un homme qui comprend soudain que l'accessoire sur lequel il a bâti tout son stratagème revient vers lui à toute allure. Il regarde la tablette posée sur la table de jardin. Les alertes sentinelles sont visibles même à cette résolution, des bannières rouges défilant avec l'indifférence mécanique de systèmes automatisés faisant exactement ce pourquoi ils ont été conçus. Il regarde vers l'océan. Le quai. La stratégie de sortie qu'il avait probablement prévue, l'eau libre,
le bateau, la distance entre la côte et n'importe quel endroit où un homme avec des ressources et aucun scrupule se réfugie quand un plan capote. Il regarde tout cela comme un homme regarde une porte qu'il vient de réaliser qu'il ne pourra jamais atteindre. Je vois son visage, même à cette résolution, même à travers la compression du flux. L'arrogance a tourné au vinaigre. La comédie est finie. Ce qui reste, c'est la peur animale brute d'un homme qui a été surclassé par la personne qui lui a donné la vie, et qui comprend seulement maintenant, sous ce soleil de plomb, que l'amour qu'elle éprouvait pour lui était la seule chose qui empêchait ses instincts de prédatrice de se retourner contre lui. L'amour a disparu. Les hommes de main du cartel observent Christophe depuis son premier faux pas. Ce sont des professionnels, dans un sens très étroit du terme. Ce sont des experts en évaluation de risque et de passif, passés maîtres dans l'art de déceler l'instant précis où le profil de sécurité d'une situation bascule. L'homme à la cicatrice irrégulière qui lui barre la gorge bouge le premier. Il traverse la terrasse de la piscine en 4 pas mesurés et s'empare de la tablette posée sur la table de jardin avec l'économie de mouvement de celui qui a déjà fait cela 1000 fois. Il ne parle pas français. Ce n'est pas un obstacle. Les bannières d'alerte rouge et les notifications de traçage numérique utilisant la typographie des forces de l'ordre communiquent dans une langue universelle qui ne nécessite aucune traduction. Il les lit. Il regarde Christophe. Puis il baisse les yeux vers le pistolet noir mat glissé à sa ceinture avec l'expression spécifique d'un homme effectuant une analyse coût-avantage. La camaraderie de la matinée, la célébration, le bourbon partagé, cette supposition confortable d'un bénéfice mutuel, est morte. Elle s'est éteinte quelque part entre la première bannière rouge et le mot « autorité » apparaissant dans le texte de l'alerte. Pour ces hommes, Christophe n'est plus un client. Christophe est une dette. Un boulet. Et il traite les boulets avec considérablement moins de patience et de retenue que je n'en ai montré durant 32 années d'indulgence maternelle. Je regarde l'homme à la cicatrice se tourner vers Christophe. Je vois les 2 autres se lever de leur chaise avec le mouvement lent et déterminé d'hommes qui ont pris une décision. J'avais dit que j'ajusterais les variables de son environnement jusqu'à ce que l'air devienne irrespirable. L'air est désormais irrespirable. J'exécute la macro de verrouillage complet. Le système domotique de la villa, configuré avec paresse, équipé à grands frais, est désormais entièrement sous mon contrôle administratif. Reçoit la commande et lance sa séquence avec la certitude hydraulique d'une infrastructure bien conçue. Les grilles de périmètre en fer forgé glissent sur leurs rails électroniques, les lourds verrous s'engageant avec un clic structurel sonore que j'imagine entendre à travers le flux des caméras. Les volets anticycloniques, conçus pour les tempêtes de la côte, renforcés, motorisés, capables de sceller chaque paroi de verre de la propriété en moins de 90 secondes, entament leur descente. Les murs de verre disparaissent derrière des panneaux composites renforcés d'acier. La villa se replie sur elle-même, méthodiquement, se scellant comme un tombeau. Je coupe l'alimentation du garage. Je coupe les commandes du quai. Le bateau au bout du ponton est toujours là. Il est désormais inaccessible. Sur mon moniteur, le flux de la caméra de la terrasse montre une propriété se transformant autour d'un homme qui regarde ses sorties se fermer une à une. Chaque fermeture est accompagnée du son mécanique fluide de systèmes fonctionnant exactement comme prévu. Les hommes autour de lui observent la descente des volets avec des expressions qui ont dépassé l'évaluation professionnelle pour devenir quelque chose de plus personnel. Je ne suis pas à Saint-Tropez. Je suis assise au Vésinet, dans un bureau qui sent le vieux papier et l'expresso, en parfaite sécurité. Je fournis le contenant. Le contenu se gérera tout seul. Adieu, Christophe. Les mots sortent comme une note unique, propre, finale. Pas chaleureuse, pas colérique, pas lestée par le sentiment accumulé de 3 décennies. Une note de clôture. La dernière entrée d'un grand livre avant qu'il ne soit archivé. Ne prends pas la peine de répondre. J'ai déjà coupé le flux. Je frappe la touche. Le canal de diffusion s'effondre. Le lien avec le système interne de la villa se ferme en séquence, le flux de la piscine devient noir, puis celui du couloir, du portail, du quai. Les moniteurs s'éteignent l'un après l'autre avec un soupir électronique étouffé, jusqu'à ce que la seule lumière dans mon bureau soit l'ambre de la lampe et les ombres architecturales des murs d'acajou. Je reste assise dans le noir. Le silence est différent de celui de ce matin. Différent du silence de 23h58 hier soir, quand un colis sentait l'ozone et que le monde tel que je le comprenais était à 30 secondes de sa révision structurelle. Ce silence-là était celui d'une tombe,
sans air et accusateur, hanté par le fantôme de chaque dimanche où je n'étais pas rentré. Ce silence-ci est celui d'une machine tournant à plein régime. Organisé. Propre. Un espace de travail débarrassé de tout ce qui l'encombrait, prêt pour le projet suivant. Je l'habite un instant, je le laisse se poser sur moi comme un tailleur parfaitement coupé. Je décroche le téléphone et compose un numéro de mémoire. Maître Sarah Belkacem répond à la deuxième sonnerie. C'est mon avocate principale, 44 ans, le genre d'intelligence qui s'exprime par une fiabilité absolue. Elle répond à toute heure car elle comprend que lorsque j'appelle, un changement structurel doit intervenir immédiatement. Sarah. Ma voix est stable. L'urgence médicale concernant mon fils a trouvé sa conclusion. Je vous envoie les données médico-légales de la fraude, analyse de laboratoire, traçage numérique, journaux du protocole Sentinelle et la vidéo originale avec métadonnées. Ces images constituent la preuve d'une mise en scène de décès, ce qui invalide de fait la demande de mise sous tutelle du Conseil. Je marque une pause. Préparer les actes de nullité. Je veux qu'ils soient prêts à être signifiés avant la fin de la journée. J'entends le clic de son clavier mécanique. Elle est déjà au travail. Si Arthur de Valmont vous pose le moindre problème, continuez-je. Dites-lui que je me suis récemment intéressé à la logistique de certaines structures de comptes offshore découvertes lors d'une veille stratégique. Dites-lui que je trouve la géographie de ces montages très suggestive. Il comprendra la terminologie. Je raccroche sans attendre de réponse. Le coup d'état est terminé. Arthur de Valmont sera de retour à son bureau à 15h30, après un déjeuner triomphal, et la notification de Sarah l'attendra comme une main glacée sur l'épaule. Toute leur attaque reposait sur les mouvements de capitaux, erratiques. Les preuves que j'envoie à Sarah démontreront que ces mouvements étaient ma réponse à une tentative d'extorsion documentée, une fraude criminelle. Cela transforme leur pièce à conviction en preuve de la réactivité d'une PDG sous pression, capable de mesures rationnelles, bien qu'atypiques. Les parts que j'ai signées seront récupérées. Les signatures que Valmont a rangées dans sa mallette comme un trophée vaudront exactement le prix du vélin. J'ouvre l'application de gestion du domaine sur ma tablette. Les systèmes de la propriété sont bien organisés. J'autorise un nouvel ordre de travaux. Projet. Migration de serveurs. Complément. Élancement chambre 2. Portée. Vidage complet et aménagement d'infrastructure. Priorité. Non. Ins. 72 heures. Je regarde le plan numérique se mettre à jour en temps réel. La pièce située à l'angle nord-est du premier étage, celle avec la fenêtre qui fait face aux érables, celle qui contient encore un lit étroit et un bureau avec un jeu d'échecs dans le placard. Elle devient une salle de serveur. Les trophées du club de voile où Christophe s'était inscrit à 11 ans pour abandonner à 12. Les vêtements de marque dans la penderie, portant encore les étiquettes des achats que j'ai financés. Les photographies encadrées que j'avais choisies personnellement. Tout sera vidé demain midi. J'ai besoin d'espace pour l'extension du matériel Sentinelle. Les nouvelles baies de serveurs exigent un contrôle thermique et une infrastructure dédiée, et l'aile présente les meilleures caractéristiques pour cela. C'est une utilisation plus efficace des mètres carrés. Je contemple le plan, cette pièce nette et rectiligne étiquetée, salle serveur, là où figurait chambre 2. Je ne ressens absolument rien. Aucune hésitation. Aucun deuil cérémoniel. Cet espace m'a toujours appartenu. J'ai payé pour chaque centimètre. Je l'utilise simplement pour ce qui sert mes intérêts. L'architecte ne conserve pas de monument aux échecs. Elle construit l'avenir. Le soleil passe sous l'horizon à 17h47. Je connais l'heure exacte car je l'observe, les longues ombres géométriques s'étirant sur mon bureau alors que la lumière vire de l'or à l'ambre profond de la fin de journée. Les ombres sont nettes. Elles tombent avec précision sur le sous-main, le même qui accueillait, il y a 14 heures, une prothèse cireuse et une auréole d'oxyde de fer. Le cuir est propre. Je l'ai fait remplacer à midi. L'ancien a été roulé et éliminé avec l'efficacité clinique d'une femme qui comprend que les preuves déjà cataloguées n'ont plus besoin d'être physiquement présentes. J'ouvre le cabinet à vin, une unité encastrée dans le mur, dont je gère le stock personnellement. Je me sers un verre de Porto Vintage, Fonseca 1994. La bouteille que j'ai ouverte il y a 2 ans quand Beaumont Logistique a dépassé son premier milliard de chiffre d'affaires trimestriel, puis rebouché. Parce qu'une célébration partagée avec personne compte tout de même. Le liquide possède la même teinte acajou profonde que les boiseries qui m'entourent. La même densité de couleurs,
Les mêmes reflets ambrés sous la lueur de la lampe. Je rapporte mon verre vers mon fauteuil. Je m'assois, le dos parfaitement droit. Mes mains sont jointes en pointe, les extrémités des doigts pressées les unes contre les autres selon mon architecture habituelle, si souvent pratiquée. La chevalière accroche le dernier rayon géométrique de la lumière du soir, un éclat bref et chaleureux provenant du blason des Beaumont, les encres croisées en relief. Son poids est solide, réel, et elle se trouve exactement là où est sa place. La maison est silencieuse. Ce n'est pas le silence d'un tombeau. Ce n'est pas ce silence étouffant, privé d'air, d'une femme assise au milieu d'un cimetière de souvenirs à minuit, fixant l'épreuve de ses propres échecs. C'est le silence d'une machine fonctionnant à son rendement maximal. Chaque système dans l'état qui lui convient, chaque variable prise en compte, chaque processus s'exécutant exactement comme il a été conçu. Je lève mon verre. Je prends une gorgée de Porto, profond, complexe, porté par la chaleur riche de 3 décennies passées en fût, et j'ouvre le document de planification que j'utilise pour la stratégie d'expansion trimestrielle. Le curseur clignote sur une page blanche. Le même curseur clignotant qui me fixait ce matin, quand ma vision numérique s'était éteinte et que les chaînes de données n'étaient que du charabia. Ce curseur n'est plus du charabia désormais. C'est une invitation. Je commence à taper.